Et voilà donc pour ce documentaire de Bertrand Delay dont il faut commencer par appeler le titre « Ma grandeur de la France ». Et il faut le rappeler, ce titre « Ma grandeur de la France » pour ce qu'il exprime et ce que nous avons vu. Le retour du pouvoir du général de Gaulle en 1958 s'explique pour une bonne part par l'attachement des Français à la grandeur de la France, et les présidents qui ont suivi ont illustré cette grandeur en construisant des bâtiments qui ont montré à la terre entière une ville de Paris encore plus magnifique, mais ils ne l'auraient pas fait seulement pour l'image de leur pays, ils l'auraient fait aussi pour eux, pour leur image, pour laisser une trace. Marc Fesneau, bonjour. Bonjour. Sur un tel sujet, qu'est-ce que la grandeur de la France? Le bonheur de vous avoir comme invité, vous êtes un de nos grands historiens, vous aimez bien montrer ce que les autres ne voient pas, vous avez écrit une histoire de France, et à la télévision, pendant plusieurs années, chaque semaine, dans votre émission Histoire parallèle, vous montriez comment les chefs d'État savaient bien se mettre en scène. Paul Chemetov, bonjour. Bonjour. On vous a vu dans le documentaire, et forcément, parce que vous êtes un acteur de cette grande aventure. C'est vous qui avez dessiné et construit Bercy, mais on vous doit aussi la grande galerie de l'évolution au Muséum d'histoire naturelle, qui est reconnu dans le monde entier comme un bijou, comme une merveille. Et puis ce qui vous préoccupe peut-être encore plus que les bâtiments, c'est la ville. Faire que dans les villes nouvelles ou dans les villes anciennes, les gens soient heureux. Bonjour Roland Quérol. Bonjour. Alors, il fallait que vous soyez là, puisqu'on va parler des hommes politiques et des présidents de la République, et que vous êtes probablement un des politologues qui connaît le mieux le monde politique. Et votre participation au débat va être d'autant plus intéressante que dans plusieurs de vos livres, le dernier, Tenez vos promesses, ou un précédent, La nuit des politiques, vous reprochez aux hommes politiques de succomber un peu trop à leurs rêves de grandeur et de ne pas s'occuper assez de la vie quotidienne. Et puis dans un instant, autour de cette table, viendra se joindre à nous un journaliste qui a écrit cette année une histoire de l'Élysée, qui a été un des best-sellers du livre politique, et Patrice Duhamel, puisqu'il s'agit de lui, eh bien, pourra nous dire ce que les présidents ont dans la tête quand ils se lancent dans leurs grands travaux. Mais on va commencer avec vous, Bertrand Delay, qui êtes le réalisateur de ce film. Et déjà, dites-nous, là, ce titre, Ma grandeur de la France, comment vous l'avez trouvé? Vous l'avez trouvé en faisant votre travail, votre documentaire, ou dès le départ, vous êtes dit, oh, voilà un joli titre et je vais faire un film avec? Non, c'est un peu les deux. C'est-à-dire que Voilà. c'est un peu les deux. C'est-à-dire que j'avais envie de faire un film sur l'idée de la trace au départ et des grands travaux de manière classique. Et puis en travaillant la chose, je me suis rendu compte, et Roland qui me connaît bien par ailleurs pourra attester, j'ai toujours pensé qu'on était dans une république où persistait ce que j'appelle un inconscient monarchique puissant. Et finalement, cette idée des grands travaux présidentiels, ça n'était rien d'autre que la perpétuation, j'allais dire, du fait du prince. Et à ce moment-là, se posait la façon dont le président, ou enfin le président élu, le monarque républicain, se projetait dans l'histoire. Et à ce moment-là, on rentrait dans quelque chose d'éminemment narcissique, avec cette idée, dis-moi ce que tu construis ou ce que je construis. Mais pourquoi vous avez choisi l'architecture? Parce qu'il n'y a pas que l'architecture. Je n'ai pas pris que l'architecture au départ. Moi, j'ai pensé le projet et ce titre. Simplement, on n'a pas eu le format télévisuel indiqué et j'ai resserré sur l'architecture. Parce que l'architecture a cet intérêt par rapport à toutes les autres formes, c'est qu'il y a l'idée de la trace, il y a l'idée de l'empreinte, il y a l'idée de quelque chose qui reste. Vous pensez que tous les hommes politiques, tous les présidents ont comme moteur, comme carburant, ça, la volonté de laisser une trace? Ils ont la volonté de rentrer dans l'histoire, indéniablement, et que le bâti est un moyen de signer le fait de rentrer dans l'histoire. Alors vous parlez de tous les présidents jusqu'à Nicolas Sarkozy, mais une bonne moitié du documentaire, c'est sur François Mitterrand. Alors oui, alors
je pense aussi, c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est aussi la façon dont nous voyons les présidents. Parce que Nicolas Sarkozy arrive à une époque où on ne regarde plus les présidents comme des monarques non plus. Il y a lui, il y a la personnalité de Nicolas Sarkozy, mais il y a aussi la façon dont on les regarde. Celui qui a poussé probablement le plus loin l'esthétisme monarchique, d'une certaine façon, de manière contemporaine, c'est François Mitterrand. Et c'est de ce point de vue le plus grand bâtisseur aussi. Donc c'est, j'allais dire, beaucoup pour François Mitterrand, oui, parce que pendant 14 ans il est là, que le général de Gaulle est resté très longtemps, mais le général de Gaulle avait d'autres rêves de grandeur, le Concorde, etc. Mais on n'était pas dans la même chose parce qu'il était la France. Marc Ferraud. Donc il n'avait pas à signer, j'ose dire, sa propre grandeur, puisqu'il était un monument à lui tout seul. Qu'est-ce que vous avez pensé du documentaire et de ce que vient de dire Bertrand Delay? D'abord, j'étais anxieux quand j'ai vu le titre. Parce que ma grandeur de la France, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut raconter là-dessus de valable et de, disons, qui ne porte pas sur un champ particulier. Alors, comme on fait d'habitude, je me suis dit, qu'est-ce que je mettrais, moi, dans la grandeur de la France? Et qu'est-ce que vous mettriez? Vous ne mettriez pas l'architecture? J'aurais pas mis... Enfin, si, mais pas comme ça. Je veux dire que, comme il l'a dit, Paris, c'est la grandeur de la France. Alors pourquoi 1, 2, 3, 4? Et puis, à l'étranger, c'est ça que je me suis dit. Qu'est-ce que, à l'étranger, comment on voit la grandeur de la France? Qu'est-ce que c'est la grandeur de la France? Et qu'est-ce à l'étranger, à la grandeur de la France, c'est la Marseillaise et l'Internationale. C'est-à-dire un pays où il y a une vie politique, où on voudrait vivre comme en France, et puis en bas, ah, qu'il est bon de vivre en France. C'est ça aussi la grandeur de la France. Et puis, c'est les lettres. Les lettres, parce que on ne sait pas assez que dans la liste des ouvrages les plus traduits dans le monde, tous les pays réunis, après Shakespeare, il y a 4 ouvrages français ou 4 œuvres françaises. C'est quand même extraordinaire. Il y a Alexandre Dumas, ça on s'y attendrait, mais dans tous les pays. Encore aujourd'hui, vous êtes sûr? Encore aujourd'hui, absolument. Jusqu'en 90 ou 95 à peu près. Bon, mais sur 100 ans, c'est beaucoup. Alors il y a Dumas, bien sûr. Alors il y a Dickens qui arrive comme concurrent, la France et l'Angleterre toujours. Et puis il y en a d'autres. Il y a Dumas. Il y a également le grand auteur des romans policiers, le plus grand de chez nous, etc., etc. Donc les Français sont toujours là, sauf Tolstoï, comme ça, et puis Shakespeare. Alors ça, c'est la grandeur de la France partout. C'est le deuxième point. Chemetov, monsieur Chemetov, vous auriez à choisir un bâtiment qui a été construit, voilà, depuis les débuts de la Ve République pour illustrer la grandeur de la France. Prenez lequel? Je ferai un retour en arrière parce que j'ai aimé ce titre, mais sous une forme d'allitération. Ma grande œuvre, la France. Et c'est une façon de réconcilier le général de Gaulle avec ceux qui l'ont suivi, parce que tout bâtiment, comme tout homme, va vers sa ruine. Et au fond, la ruine d'un bâtiment étant plus tardive que celle des hommes, il est certain que si l'on veut se perpétuer, c'est par ces bâtiments. Maintenant, dans les bâtiments que je devrais choisir, voilà, je crois que le plus symptomatique quant à l'avenir français, c'est quand même Beaubourg. C'est la tour Eiffel des temps modernes, si vous voulez. Ça a le même panache, le même... Et c'est une carcasse. Beaubourg plus que la Grande Pyramide. Ah oui, absolument. La Grande Pyramide, elle souffre du fait que l'on entre dedans. Du reste, je m'en étais entretenu avec Paye, qui me disait qu'il était trop tard pour changer, mais moi je lui avais suggéré, comme dans la cathédrale du Meyer à Brasilia, que dans l'axe des Champs-Élysées, on rentre par une rampe à côté de la pyramide. Là, ils ont mis la statue de Louis XIV en plomb, là. Et que la pyramide reste intangible, comme elles le sont toutes. Mais enfin... Roland Quérol, c'est vrai que la France se raconte quand même par ses bâtiments. Mais oui, bien sûr. Notre-Dame, les châteaux de la Loire, le château de Versailles. Absolument. Et les nouveaux bâtiments dont il est question dans le film aussi. Parce que tout de même, à l'étranger, la France, c'est aussi le Louvre, par exemple. Et les visiteurs mondiaux sont innombrables. Ils ont gagné beaucoup de visiteurs depuis l'opération Grand Louvre. Et c'est pour ça que moi, j'aurais choisi quand même le Grand Louvre, malgré ce qu'a dit Paul Chemetov de la pyramide. Je crois qu'on a là un symbole où à la fois c'est un président seul qui en effet cherche aussi sa grandeur et qui veut faire sa grande œuvre là, mais en même temps c'est une réussite populaire.
Et ça, je trouve que c'est une conjonction assez remarquable. Alors, dans le film de Bertrand Delay, on va regarder tout de suite, de nouveau, parce que je pense que c'est un document pour l'histoire, le moment, l'instant où Pompidou fait plus que décider, où il impose Beaubourg, et il le fait lors d'un conseil, comme un testament. Et ce qui fait de cet épisode un document, c'est aussi celui qui le raconte, qui vient de disparaître et qui a été lui-même un grand acteur de la politique culturelle de notre pays, Jacques Rigaud. Après les élections de mars 73, il se passe 10 jours où le gouvernement précédent expédie les affaires courantes et où le nouveau gouvernement, investi ou approuvé par la nouvelle Assemblée, ne s'est pas encore réuni. Et c'est ce moment que Georges Pompidou a choisi pour tenir un conseil restreint. Et avec le recul, j'ai vu le caractère testamentaire de cette réunion. Il a, de manière extraordinairement discrète, montré combien il savait que sa vie était suspendue et qu'il voulait laisser une trace. Je pense que mon successeur, quel qu'il soit, et il met la main sur le bras de son voisin de droite, qui était Valéry Giscard d'Estaing, sera obligé de le garder. Et ça m'enchante, a dit Georges Pompidou. Patrice Duhamel, bonjour. Bonjour. J'ai annoncé que vous alliez participer à notre débat. On peut être certain, absolument certain, de la véracité de ce que vient de raconter Jacques Rigaud, parce qu'il savait absolument tout de la vie culturelle de notre pays. Oui, non, mais ça, c'est cette anecdote qui est plus qu'une anecdote. Effectivement, vous dites qu'elle est entrée dans l'histoire parce que elle a été totalement confirmée en permanence. Mais c'était le début d'un feuilleton. Parce que quand Giscard était président de la République, l'un des premiers affrontements d'une liste innombrable et monumentale avec Chirac, ça a été Beaubourg. Parce qu'il a fait venir Chirac un jour dans son bureau à l'Élysée avec le ministre de la Culture de l'époque, Michel Guy, qui s'est retrouvé d'ailleurs très grand ministre de la Culture. Michel Guy dans une situation un peu difficile entre le Premier ministre et le Président. Et Giscard a dit à Chirac, bon, ça coûte trop cher, c'est pas beau, faut arrêter ça. Et Chirac a présenté sa démission. Et il était Premier ministre depuis quelques semaines ou mois. Et j'ai fait récemment un scénario avec Jacques Santamaria qui s'appelle La Rupture. Pour France 3, ça sera diffusé dans quelques mois, une fiction, mais basée sur des faits totalement réels, sur la rupture de 2 ans entre Giscard et Chirac. Cette scène, elle existe comme Chirac l'a raconté dans ses mémoires, comme d'autres l'ont raconté, comme Michel Guy l'avait évoqué lui-même. Donc ça a été les grands travaux aussi. Toujours un grand sujet de polémique. De Giscard à Beaubourg. C'était pas la culture qu'il aimait. Lui, il aimait la culture classique. Quand il est arrivé à l'Élysée, il a remis ce qui existait avant, là où Georges Pompidou avait fait rentrer l'art moderne. Et lui, ses grands travaux à lui, c'est quand même le musée d'Orsay. Donc c'est la culture classique. Oui, non, mais il n'aimait pas Beaubourg, ça c'est sûr. Et Jacques Chirac a mis sa démission en jeu. Oui. Opposition je pense que politique ou esthétique, Roland Quérol? Probablement un peu des deux. Personnel aussi, personnel. Voilà. Chirac à Pompidou. Voilà, et puis entre eux deux, ça s'est dès le début extrêmement mal passé. Ces deux-là ne se comprenaient pas. Chirac n'arrêtait pas de dire « je ne sais pas encore ce qu'il m'a dit aujourd'hui, je ne comprends rien à ce qu'il me raconte ». Voilà. Et puis il y avait aussi je pense, l'esthétique. C'est ce que vient de dire Patrice, je crois, est profondément vrai sur les goûts de Giscard, alors que Chirac s'est toujours voulu plus ouvert, voilà, et que ça aurait probablement dans sa symbolique politique à lui paru absurde d'avoir l'air d'être l'assassin de Pompidou, du centre Pompidou. Paul Chemetov, Georges Pompidou, là, quand il impose Beaubourg, il est face à la mort. Il sait que la mort va arriver. Il y a aussi ça dans ce que raconte Jacques Rigaud. Mais Pompidou, amateur d'art moderne, veut s'ensevelir dans un musée. Comme François Mitterrand veut s'ensevelir dans une bibliothèque. Mais c'est accessoire. Je crois que
il dit aux architectes, Mais il n'aimait pas Beaubourg, tellement... c'est pour 5 siècles. Hein. Oui, mais au début, Ouais. il n'aimait pas tellement ce projet. Et je crois que, comment dire, il s'est piégé lui-même en choisissant le jury. Pour, justement, en disant que ce jury est autre chose que moi, au-delà de moi, et je serai emporté vers l'histoire par le choix de ce jury. Présidé quand même par Prouvé, avec toute une brochette d'architectes internationaux, dont les meilleurs. Aujourd'hui, on dit le centre Pompidou, on dit la bibliothèque Mitterrand. On personnifie beaucoup la culture, hein, Marc Ferraud, Oui, mais chez nous. la différence, c'est que Beaubourg, c'est un jet vers l'avenir. Alors que toutes les autres institutions, pas par l'architecture, mais par le contenu, sont seulement tournées vers le passé. Et c'est en ça que Pompidou était un homme très moderne, avec ses allures de conservatrice. Esthétiquement, et c'est lui qui a fait l'œuvre, finalement, un peu comme la Tour Eiffel, sous la Troisième République, qui annonçait une ère nouvelle dans l'architecture. Avec Pompidou, c'était une ère nouvelle dans la culture. Et c'est pour ça que je pense que je suis d'accord avec vous que c'est peut-être le monument le plus intéressant dans l'histoire générale. Alors, Juste Paul un mot Piron. pour dire qu'on a tort de dire la bibliothèque François Mitterrand, elle ne s'appelle pas comme ça, et les bibliothécaires du monde entier démocratique sont absolument fermes sur l'idée qu'on ne doit pas donner le nom d'un personnage à une bibliothèque. Donc ça a failli s'appeler comme ça, il y a eu une résistance et ça ne s'appelle pas comme ça, mais c'est vrai que dans le langage courant, Et le on musée le dit des Arts souvent. Premiers, il s'appellera jamais le musée Jacques Chirac. Et Orsay il ne s'appelle pas, le musée Giscard. et il s'appelle pas non plus le musée des Arts Premiers, qui est un concept absurde. Il s'appelle le musée du Quai Branly. Bon, eh ben, donc on va passer à autre chose. Et Paul Chemetov, il va falloir que quand même vous répondiez à ce que dit dans le documentaire de vous, François Mitterrand, et pas seulement d'ailleurs François Mitterrand, ce que dit aussi de vous Jack Lang, qui parle de Bercy. On écoute. Le site lui-même ne se prêtait pas aisément à une architecture révolutionnaire ou aisément réalisable. On se trouvait au bord de la Seine, dans des conditions physiques extrêmement difficiles. Et lorsque nous avons à plusieurs reprises rencontré Chemetov et consulté la maquette, François Mitterrand me disait, mais de manière avec tendresse, plus qu'avec critique, nous allons suivre un cours d'architecture stalinienne. Et du coup, le ministère des Finances est parti à Bercy, là où on a fait un nouveau ministère des Finances. Vous êtes content de... C'est M. Chemetov qui est un bon architecte. Il a fait également, d'ailleurs, il était choisi par un jury toujours, il a fait également les grandes salles du Muséum d'histoire naturelle qui sont admirables. On va en parler, disons. Et M. Chemetov sait que je contestais un peu cette architecture. Et lui avait une conception idéologique même, en disant l'État c'est massif, l'État c'est sans faille, l'État il faut qu'on ait l'impression qu'on ne puisse pas l'ébranler. Alors je vous ai fait quelque chose de costaud. Ah ben pour être costaud, c'est costaud. On a dit architecture stalinienne ou mussolinienne. Moi je lui disais non, écoutez, je ne voudrais pas qu'on dise que le style Mitterrand c'était le style de péage. Je trouve que ça ressemblait à un péage. Mais au total, Chemetov est un grand architecte, le travail a été bien fait, et je crois que les fonctionnaires qui travaillent aux finances n'en sont pas mécontents. Paul Chemetov, heureusement que François Mitterrand dit que vous êtes un bon architecte, parce que s'il ne le disait pas, qu'est-ce qu'on pourrait croire? Malheureusement, il n'est plus là, et je suis forcé de raconter ce qu'il ne dit pas. Alors tout d'abord, le choix du site. Et le choix du site, je crois, est le plus intéressant, parce que pendant très longtemps, la caserne Duplex avait eu était favorite parce que c'était l'Ouest parisien et tout. Et la commission qui s'occupait de ça, présidée par Guy Vidal, a choisi ce site qui a été confirmé. C'était un site de franchir les limites de Paris, qui était la gare de Lyon à l'époque, et d'aller vers la périphérie. C'est-à-dire ce site est déjà, par sa préfiguration métropolitaine. Quant à ce que dit Jack Lang sur ce titre ingrat, absolument pas. Les grandes compositions à Paris sont perpendiculaires à la Seine. Toutes, sans exception. C'est le choix qu'on a fait. Maintenant,
Le péage. Le péage. Le péage. Ce n'est pas moi qui avais inventé cette autoroute de Berge, malheureusement. Nous l'avons enjambée pour mettre, comme la tour de Nesle, nos pieds dans la Seine, ce qui nous a été reproché par certains. Maintenant, quand François Mitterrand me dit qu'il m'avait parlé de péage, non, il m'a juste susurré une fois dans l'oreille, vous devriez prendre des pierres du Nivernais. Et je lui ai dit, je lui ai répondu, malheureusement les carrières du Nivernais ne font pas une pierre assez dure, et pour les 2000 tonnes dont on a besoin de parement, on a pris du Vilhonneur, qui est une très belle pierre. Il n'y a que 5 carrières en France. Est-ce qu'il considérait qu'il était votre patron? Est-ce oui. qu'il vous parlait comme un patron? Ah oui, absolument. En plus, il avait un grand avantage sur d'autres chefs d'État que vous citez, que j'ai connus. Il était très intelligent. Il ne racontait, enfin, on peut le dire sur le mode familier, jamais de conneries. L'architecture, c'était pas son domaine de prédilection, mais... Mais qu'est-ce qu'il vous disait sur l'architecture concrètement? Qu'est-ce qui vous a... Mais ce qui est curieux, c'est que nous avons été choisis par une délibération unanime du jury, ce qui est rare. Et pendant longtemps, avant que nous rencontrions le président de la République, la Cour a dit « le président n'aime pas ceci, le président n'aime pas cela ». Nous avons un peu abîmé le projet, Borja Huidobron et moi-même, en écoutant la Cour. Et la première fois qu'on a vu le président, il parlait de toute autre chose, des pierres du Nivernais ou de... Non. Mais à quoi vous sentiez alors qu'il se comportait comme un patron? Ah, parce que il vous le disait explicitement? Non, mais il n'avait pas besoin de le dire. C'était évident, si vous voulez. Il était le patron. Le bâtiment, finalement, il a été tel que vous l'avez voulu, ou on vous a imposé de le modifier? Presque tel. Ce qui a été un peu alourdi par rapport au projet de concours, c'est la façade sur Seine, parce que la Cour nous avait murmuré que ceci n'était pas bien, ce qui n'était pas vrai. Et on a un peu affadi le tournant vers la rue de Bercy, encore avec d'autres racontards. Mais la ville intérieure que ça représente, et que personne ne voit, parce que les gens ne passent qu'en métro aérien devant les façades, est quand même une belle démonstration, et qui ne se réfère pas du tout à l'architecture mussolinienne, mais à Sant'Elia, qui est ce grand architecte futuriste italien, mort à la guerre de 14. C'est quand même mieux que le palais Omnisport qui est en face. Hein. Est-ce que les ministres de l'économie et des finances, ils sont bien? Patrice Duhamel, Roland Quérol. C'est clair que oui. Enfin, Balladur voulait, voulait pas y aller. Il ne voulait pas y aller. Il ne voulait pas quitter le Louvre. Oui. Mais c'est clair qu'ils y sont aujourd'hui forcément bien, parce qu'il n'y a pas un endroit en France, à l'intérieur, qui est en effet magnifique, il n'y a pas un endroit qui suggère plus la puissance, la majesté, la grandeur de l'État. Et la gloire. Et la ça, gloire. vous pensez ça, Paul Chemetov? Vous pensez que parce que c'est l'État, il faut que ça soit massif? Allez-y, il doit y avoir des visites guidées de Bercy. Allez-y, c'est absolument frappant. J'imagine que quelqu'un qui, lui, pense être la gloire de l'État et qui habite un Élysée rétriqué, très 19e, ça devait l'énerver de voir que cette chose majestueuse serait réservée à quoi? À l'ennemi principal habituel du chef de l'État, qui est le ministre des Finances. C'est tout de même terrible. Mais vous pensiez ça quand même, que oui. Il fallait que ça soit imposant, quoi. Pas imposant. Je disais à un moment, je ne sais plus à qui, mais ce n'est pas un village gaulois qu'on va faire. C'est clairement pas ça. C'est le Colin froid. Je ne sais pas qui avait utilisé cette expression. Jean Edernalier. Voilà. Eh ben, ce qui est intéressant, c'est que dans le film, les interventions de Mitterrand visent toujours à montrer qu'il allait rester à l'écart. Il y avait des jurys, lui-même donnait son opinion, soit, comme s'il n'avait aucune autorité ni pouvoir dans un domaine qui n'est pas le sien. Et voilà, enfin, une contradiction humaine. Tiens, à ce propos, je vais vous soumettre, Patrice Duhamel, une citation de Giscard. « Je suis certain que la postérité ne gardera aucune image de moi et que les hommes politiques ne laissent pratiquement aucune trace. » Il n'en pensait rien. Si. Je pense qu'il ne pensait pas tout à fait ça, quand même. Voilà. Je serais très étonné qu'il l'ait pensé sincèrement. Dans le documentaire, on dit de Jacques Chirac que lui est modeste, qu'il ne pense pas à son image demain. Je pense que Chirac, parce qu'à travers les grands travaux, il y a la grandeur de la France, vous l'avez tous très bien dit tout à l'heure, mais il y a aussi un peu de narcissisme et de problème d'image personnelle. Voir d'autres choses de très personnel. Et pardon, petite parenthèse,
parfois sentimentale. Moi, je suis à peu près convaincu que dans l'affaire de la pyramide du Louvre, il y a beaucoup de la relation amoureuse au sens et romantique entre François Mitterrand et Yann Pinjot. Il l'emmenait souvent le soir, quand la nuit tombait, voir les travaux. Ils étaient tous les deux avec des gardes du corps qui étaient loin derrière. Il voulait absolument partager ça avec elle, qui était une grande conservatrice et qui était une grande personnalité culturelle. Chirac, lui, il avait une espèce de complexe. C'est l'image qu'il avait au début de son premier mandat, en tout cas, de ne pas s'intéresser à la culture. Il disait je préfère la musique militaire à l'opéra. Au Japon, c'est les combats de sumo qui m'intéressent. On a appris un peu plus tard, par hasard, qu'il adorait les petits poèmes japonais, les haïkus. Et le musée du Quai Branly, et effectivement, ça permet quand même de totalement redresser l'image aculturelle ou non culturelle de Jacques Chirac. Ça, j'en suis convaincu. Simplement pour témoigner que moi j'ai vu très souvent François Mitterrand sur des chantiers, des grands travaux, en visite, et l'impression qu'a eu Paul Chemetov, on l'avait très fortement comme accompagnateur, c'est-à-dire qu'il était absolument le patron de tous les travaux. Il y en avait qu'un qui ne l'intéressait pas du tout, c'est l'opéra. Bastille, parce que Mitterrand détestait la musique, ne la comprenait pas. C'est pour ça qu'il n'y est jamais allé, sauf pour la séance d'ouverture qu'il a énervé à un point rare. Voilà, là c'est un chantier qu'il a laissé faire, parce que vraiment la musique, le temple de la musique l'intéressait pas. Mais sur le reste, c'était frappant de voir à quel point il s'y attachait. Moi je suis arrivé un jour dans son bureau, on avait eu des discussions, non pas sur la pyramide, mais sur le lieu exact où serait la pyramide. Et j'entre dans le bureau et je le vois pas. Et alors, j'entends une voix par terre qui me dit « Venez, venez voir !» Et on venait de lui livrer, dans son bureau de l'Élysée, les maquettes du Grand Louvre. Oui, mon frère Alain en parle dans le documentaire. Voilà. Et alors, il était penché comme ça en me disant « Oui, ça ne peut pas être dans la perspective. Venez voir pourquoi. » Et j'ai dû m'allonger avec lui pour voir le travail de l'architecte. C'est vrai qu'Alain Duhamel en parle aussi. Paul Chemetov, il dit la cour. Vous avez remarqué ça, Marc Ferraud. Et c'est vrai que quand on parle de la grandeur de la France, on pense à la cour du roi Soleil. Est-ce que c'est la même grandeur de la France, voilà, à l'époque du roi Soleil et aujourd'hui? Est-ce que... Il y a quelques points communs. C'est-à-dire qu'à la cour de Louis XIV, tout le monde pouvait venir festoyer. De même d'ailleurs à la cour d'autres princes étrangers. Nicolas II, par exemple... en toute circonstance, il y avait 10 000 personnes au repas. Et Chirac, il y avait un petit peu de ça chez lui. Il ne faisait pas festoyer toute la France, mais il se retrouvait dans chaque Français à égal, enfin, aimait-il le faire croire. À moi, il me disait, j'aurais voulu être historien. Il va au Vésinet, il visite un magasin de ferronnerie, il dit, oh, quel beau métier. Ailleurs, il voulait être cuisinier. Il est la France. Donc il y a une certaine modestie, mais qui est un petit peu démagogique, bien sûr. Il y a un peu de vrai, je crois, là-dedans. Mais pourquoi nous avons en France, nous, parce que je pense que c'est peut-être pas seulement les hommes politiques, en tout cas, on les élit, pourquoi on a cette obsession de la grandeur? C'est propre à nous, ça. On a cette obsession de la grandeur parce qu'on a l'obsession de la déchéance. C'est-à-dire que depuis le 19e, où la France avait dominé le monde, jusqu'à Napoléon inclus, peu à peu, elle descend, n'est-ce pas? On peut dire ça au milieu du XIXe siècle. On est humilié par les Anglais, c'est les Anglais qui ont de la grande industrie, après c'est des Allemands, on perd en 70, on gagne en 14, mais on est des vieux messieurs. Regardez les présidents après 1918, ils ont tous au-delà de 75 ans, n'est-ce pas? Donc l'idée de décadence, en quelque sorte, fait que la grandeur a chez nous, et le sentiment monarchique, une force plus grande que dans d'autres pays. Chaque pays a son idée fixe. Nous, c'est ça, on a peur d'être décadent. Et de temps en temps, il y a des personnages, de Gaulle, qui disent « Mais non, on n'est pas décadent, regardez. Hein » Aujourd'hui, Patrice Duhamel, Roland Quérol, il n'y a pas beaucoup d'hommes politiques qui célébreraient la grandeur de la France. Aujourd'hui, on dit... Ils n'oseraient pas. On dit non au déclin. Voilà. C'est la même chose, mais... C'est la même chose. Non ? Oui. Dans cette séquence dont nous parlons, le général de Gaulle est fondamental. Le thème de la grandeur de la France est absolument omniprésent dans son discours, dans son œuvre littéraire. C'est lui qui installe la grandeur de la France comme une donnée. Et ailleurs aussi. Et c'est la grandeur.
de Gaulle. Absolument, c'est la grandeur. Et franchement, grandeur et France sont presque toujours associés dans tous ces discours. Ceux qui viennent derrière sont bien forcés, ils veulent être président à l'image de ce qu'était le général, ils chaussent les bottes du général. Le seul qui est tenté de prendre un petit peu ça à rebrousse-poil et à être plus moderne dans sa façon de voir les choses, c'est Giscard, qui explique plusieurs fois « nous sommes une puissance moyenne ». Et regardez à l'époque, les éditorialistes s'en prennent à lui en disant « mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Et la grandeur de la France. Dans sa propre famille, ça a été Absolument. une fracture. Absolument. Et qui absolument. refuse d'aller dans le bureau du général à l'Élysée d'ailleurs. Oui, oui, C'est le oui. seul sous la 5e qui prend un petit bureau en angle. Il ne veut pas être dans le bureau du général. Alors, évidemment, Mitterrand revient pleinement à cette tradition monarchique. Et quand même, c'est vrai que c'est un mot qui disparaît un peu sous Sarkozy et sous Hollande. On est plus réaliste, peut-être. On s'adapte aux circonstances mondiales. Il y a le quinquennat. Oui, il y a sans doute une façon de gouverner qui est un peu différente. Mais c'est vrai qu'on aurait mal imaginé ces deux-là qui célèbrent la France. Très fortement. Sarkozy l'a fait souvent. Et dès le discours du Bourget, Hollande nous fait une ode à la France. J'aime la France. Mais il n'y a pas le mot grandeur. Comme si il se sentait quand même un peu petit pour oser endosser ses habits. Mais dans votre livre, sur l'Élysée, il y a quand même la grandeur. On continue. Le roi Soleil ne faisait pas des conférences de presse, mais les conférences de presse sont toujours monarchiques. Y compris la dernière de François Hollande. Y compris la dernière du président normal. Elle était organisée exactement comme celle du général de Gaulle 40 ans plus tôt. Et qu'est-ce qui est encore comme ça, et ça sous le signe de la grandeur à l'Élysée? C'est une espèce de magie autour de ce palais. Dont certains, Louis-Napoléon Bonaparte le premier, ont fait d'ailleurs énormément de modifications à propos de grands travaux, parce que les ailes sur le côté, c'est Louis-Napoléon Bonaparte qui les a fait construire. Donc il y a une magie, ce lieu de pouvoir que pourtant le général de Gaulle et quelques-uns de ses successeurs ont voulu changer, parce que de Gaulle, il voulait aller à Vincennes. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez de perspective à l'Élysée, au milieu du 8e arrondissement. Il lui fallait un peu plus d'espace, parce que c'était trop cher, c'est très compliqué, etc. Mais l'Élysée symbolise d'une certaine manière la grandeur politique. Alors c'est pas forcément la grandeur de la France. Non, juste une petite observation sur les 2 mandats de Jacques Chirac. Est-ce que s'il y a eu grandeur de la France pendant ces 12 ans, est-ce que c'est le musée des Quai Branly ou est-ce que c'est le discours de Villepin à New York qui dit non aux États-Unis sur l'intervention en Irak? On peut aussi se poser la question. Et vous y répondez comment? Plutôt le discours à l'ONU. Plutôt le discours à l'ONU. Oui, sur le symbole d'une certaine idée de la grandeur de la France, je pense, oui. Le retour, c'était Villepin. À l'étranger, enfin, dans 4 ou 5 pays. Voilà, oui, absolument. Oui. Paul Chemetov, en architecture, oui. Actuellement dans le monde, c'est à celui qui aura la tour la plus haute. Oui. La grandeur en architecture, on ne peut pas la nier. Hein. Oui, mais enfin, les tours, c'est quand même un peu érectile, homo erectus. Mais pour revenir à votre question sur la grandeur de la France, il y a quand même une chose dont vous ne parlez pas et qui, je crois, est dans l'inconscient français, c'est qu'on s'est permis de guillotiner Louis XVI et qu'on porte quand même la tare de cette exécution, et que de ce fait, ce qu'il y a de ce goût de l'aristocratie en France, ce goût de la particule, il est plus fort que dans d'autres pays qui sont restés plus monarchiques, enfin, qui n'ont pas décapité leur roi ou décolleté leur roi. Et je crois que ça fait partie des composants, plus une donnée réelle. Aujourd'hui, la France, en quantité d'habitants, en dépit de sa croissance, c'est le 100e du monde. Et c'est une situation nouvelle. Marc Ferraud, d'avoir décapité le roi dans le monde pour l'image de la Révolution, c'est un plus pour la France, non? Non, c'est pas un plus pour tout le monde. C'est un plus pour l'international, mais pas toujours pour la Marseillaise. D'autre part, on a voulu imiter la France. D'ailleurs, l'Angleterre avait commencé. Mais vous remarquez que l'exécution des monarques anglais n'a pas eu un écho international, alors que celle des monarques français, au contraire, a suscité une réaction contre cela. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les 4/5 des films qui portent sur la Révolution française sont des films qui montrent les horreurs de la Révolution française, et ça permet de montrer comme elle était belle la vie avant, avec des jolies femmes et des jolies robes, et au contraire, la Révolution... Alors que les Russes, c'est le contraire. Quand ils parlent de la Révolution,
Il montre la misère des paysans avant, n'est-ce pas? Et le film s'arrête là. Mais pourquoi c'est la Révolution française Oui, qui est quand même célébrée dans le monde entier? Dans le monde entier. Et pourquoi? Parce que c'est pas seulement parce que c'est une révolution, mais c'est une révolution plus complète, en ce sens que, aux États-Unis, par exemple, il y a eu une révolution, mais il n'y avait pas de noblesse, il n'y avait pas de propriétaires, il y avait l'égalité dès le début. On n'a pas eu à décapiter le roi. Mais pas seulement le roi, des tas de gens. Parce qu'en France, ça a été une révolution quasiment plus générale. Donc, partout où on est mécontent, c'est la Révolution française, puis la russe un petit peu plus tard, qui peut servir d'exemple ou de modèle, ou de contre-modèle. Est-ce que vous pensez que, voilà, l'influence de la France dans le monde est en déclin? Roland Quérol. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Cela dit, je pensais à ce que vous disiez sur la Révolution. La Révolution, je pense que ça, dans aucun de ceux qui se servent du terme grandeur de la France, il y a de mention de la Révolution française dans cette grandeur. Je crois que grandeur de la France, c'est une idée nationale, républicaine, patriotique, qui n'a pas grand-chose à faire avec la révolution, ni la lutte pour l'égalité d'une façon générale. Je crois que c'est un autre concept, un concept qui est ancré plutôt dans la monarchie, l'empire, la succession des régimes, le succès mondial de la France et éventuellement de son empire. C'est beaucoup plus ça. Et en effet, à gauche, à part François Mitterrand, qui d'ailleurs n'emploie pas vraiment le mot, mais à part François Mitterrand, l'ensemble des leaders de la gauche et même des centristes sont un peu réticents par rapport à cela, parce qu'il y a aussi, dans liberté, égalité, fraternité, il y a autre chose que cette grandeur-là. Alors cela dit, de ce point de vue, et aussi d'un point de vue purement objectif, c'est clair qu'on est un pays en déclin relatif. On nous parle tous les jours des pays émergents, c'est pas un hasard. C'est qu'en effet, dans le produit intérieur brut mondial, le poids de la France est de plus en plus faible. Et dans un monde qui est devenu un monde très économique, ça ne peut pas ne pas avoir de retombées lourdes. Et quand le Conseil de sécurité de l'ONU aura été réformé et que la France ne sera plus n'aura plus de siège permanent parmi 5 qui gouvernent le monde, entre guillemets, là, ça sera un choc aussi pour la grandeur de la France. Oui, mais un choc positif pour la grandeur de l'Europe. Absolument. Mais... Oui. Dans l'hypothèse où l'Europe a une seule voix, une identité et une politique étrangère, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Dans le monde, les architectes français sont réclamés dans le monde entier, Paul Chemetov. Mais je dirais autre chose. Dans ce rapport proportionnel des habitants à la quantité générale qui fait que la France n'est plus que le 100e du monde, on pourrait quand même s'interroger sur le fait que Paris reste l'une des 4 ou 5 villes-mondes qui existent. Et c'est ça qui est frappant, et c'est pour ça que je ne suis pas tellement déclinologue, et c'est pour ça que ce qui est intéressant dans ces grands travaux, c'est qu'ils visaient à embellir une ville déjà reconnue comme agréable à vivre, à la rendre encore plus agréable à vivre. Et c'est quand même, quand on voit les concurrents de Paris, que ce soit Tokyo ou New York, qui en plus... Qu'est-ce que vous appelez une ville-monde? Eh bien, quand vous parlez des villes où on a envie d'être dans le monde, Paris fait toujours partie de n'importe quelle liste. Elle est référente pour, disons, le plaisir de vivre, la beauté des femmes, le goût de la gastronomie ou l'architecture, je vous remercie de le dire, mais aussi ce mélange de formation, d'université, d'habitat, et quand même encore d'activité économique. Paris n'est pas qu'une simple place financière, c'est bien plus complexe que ça. Est-ce qu'il y aura encore demain des grands travaux? Roland Quérol, Patrice Duhamel. On vient d'inaugurer le Louvre à Lens. Oui. J'étais il y a quelques semaines à l'exposition 1917 au centre de Pompidou à Metz. Voilà deux exemples formidables de grands travaux qui ne sont pas à Paris, ceux-là, et qui suscitent en plus chez les Messins et chez les Lensois une vraie fierté. Il y en aura bientôt à Marseille. Alors absolument. Donc on est peut-être entré vraiment dans la décentralisation si on accepte aussi que les villes de région et leurs grands travaux. Mais alors, ça ne sera plus des grands travaux présidentiels. Ça sera des grands travaux régionaux. Nationaux, régionaux, consensuels. C'était Chirac qui a décidé l'implantation à Lens. Oui. Mais est-ce que les présidents auront cette envie
de décider eux-mêmes des grands travaux, pas d'argent. alors qu'ils sont élus, alors qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses. En crise budgétaire, la réponse est évidemment non. C'est impossible. Dans les circonstances actuelles, lancer des grands travaux, ça paraîtrait... Il y a toujours de la polémique, et là, elle serait décuplée. Vous avez une idée, vous, Marc Ferraud? À une époque, on parlait beaucoup de la francophonie. On ne parle plus de la francophonie. Oui, avant la francophonie, je voudrais quand même me mettre un peu au travers de ce qu'on vient de dire concernant la décadence dont j'ai parlé le premier. Donc je sais que c'est le souci numéro 1. À l'étranger, nous ne sommes pas aussi décadents que le pensent les hommes politiques, les gens de l'ONU, etc. La France garde une très grande popularité dans de nombreux pays auxquels on ne s'attend pas, en Amérique latine notamment, n'est-ce pas? Pour prendre un exemple, en Russie, quel est le pays qui a autant de rues révolutionnaires? Robespierre, Danton, Marat de Safine, les gens qui ont le prénom de Marat, et il y en a beaucoup. Alors, ils sont plus révolutionnaires du tout, mais il n'a pas changé de prénom. Je veux dire que la France est beaucoup plus présente dans la vie des gens qu'on le croit. Alors, et la francophonie? Alors, la francophonie, ça c'est un drôle de problème. Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a que les Français qui ne s'intéressent pas à la francophonie. Je veux dire que ce sont les Wallons, Roland Quérol approuve. Absolument. les Québécois, Je le regrette. n'est-ce pas? C'est les Africains noirs, d'Afrique noire, et les Français non. Alors, quand on demande à des ambassadeurs, mais vous ne faites pas grand-chose pour la francophonie, ils vous répondent, ben oui, ce serait une attitude néocolonialiste, etc. Mais c'est pas vrai. Rappelez-vous notre ministre historien de la francophonie. Alain Decaux. Alain Decaux. Oui. Il était dégoûté. On ne s'intéresse pas, on le met ministre, mais il n'y a pas d'idéal, de projet, ni rien. Alors moi je pense qu'il y a une autre raison pour laquelle nos dirigeants ne s'intéressent pas à la francophonie, c'est que ce soit des Africains, des Wallons, des Québécois qui s'intéressent à notre place, à ce qui est un peu de notre grandeur, c'est 2 fois humiliant. C'est 2 fois humiliant. Se mettre derrière nos ex-colonisés pour défendre notre langue, avouez que c'est pas joli. Je pense que c'est pour ça que c'est en francophonie, c'est pas nous qui nous en occupons. Voilà. On devrait écouter plus les autres. Paul Chemetov. Mais le monument de la France, c'est sa langue. Et je crois que c'est aussi, c'est pour ça que ces histoires de francophonie sont à ce point déplorables. Je crois, peu de pays ont une telle intrication entre la langue et la conscience de soi. Et moi, je peux en parler librement. Je suis fils d'émigrés russes, et c'est le français, disons, le maniement du français, la lecture du français. Quand vous lisez Jacques le Fataliste, quelle merveille. Le monument de la France, c'est sa langue. Et c'est un architecte qui nous l'a dit. Merci Paul Chemetov, merci Marc Ferraud, merci Patrice Duhamel, merci Roland Quérol. Merci à Aurélie Dafas qui nous a aidés à préparer ces émissions. Je vous retrouve pour le prochain débat de Public Sénat qui sera consacré à l'agriculture de demain.